Bonjour à tous. Je vous remercie d'avoir pris le temps de participer à ce webinaire. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le sujet sur le cloud computing et plus précisément comment réussir sa transformation et adopter les meilleures pratiques. Donc aujourd'hui, nous sommes trois. Nous avons Pierre-Frédéric Roberti, qui est consultant et responsable de l'offre SI et digital au sein de Centrale Supélec XZ. Nous avons Monsieur Louis Nogès, qui est cofondateur de Redevol en 2007, première société de services cloud en France et intervenant au sein de Centrale Supélec XZ. Et donc, je suis Yamina Khelifi, je suis chargée d'affaires et conseillère en formation. Donc, comme vous pouvez le voir sur votre écran, en bas, vous avez trois blocs. Trois blocs. Donc, le premier bloc qui est un bloc de téléchargement sur lequel vous allez pouvoir trouver les slides ainsi que le programme de formation et le bulletin d'inscription. Le bloc du milieu, vous allez y retrouver des liens utiles. Et le dernier bloc, donc le bloc le plus important, sur lequel vous allez pouvoir poser des questions et auxquelles on répondra donc à la fin de la présentation. Voilà, donc je vais laisser Pierre-Frédéric Roberti prendre le relais et donc vous présenter les slides. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, notre sujet, c'est un point sur le cloud computing, sujet d'actualité depuis quelques années déjà, et sur lequel nous sommes présents en termes de formation continue. Donc, je vais commencer par une introduction, vous dire deux mots sur Centrale Supélec XZ, poser le contexte du cloud pour les entreprises aujourd'hui, et ensuite, je passerai la parole donc à Louis qui intervient dans le cadre du cursus et qui a une haute vision du cloud computing puisqu'il accompagne cette transformation depuis 2007 déjà et qui va vous partager un certain nombre d'insights sur ce thème. Et ensuite, nous conclurons et nous prendrons vos questions en fin de session. Alors, Centrale et Supélec, en quelques chiffres, vous connaissez l'école. Centrale et Supélec sont donc réunis depuis 2015. On est une école qui forme environ 1000 élèves ingénieurs tous les ans, des activités de recherche et d'enseignement, une grande proximité également avec les entreprises et une dimension internationale affirmée avec des écoles centrales maintenant ouvertes en Chine, à Pékin, en Inde à Hyderabad, au Maroc à Casablanca et d'autres projets d'extension également prévus. Centrale Supélec est un des piliers donc, de l'université Paris-Saclay qui est en cours de construction sur le plateau de Saclay à Gilles-sur-Yvette. Concernant donc l'activité d'Executive Education, donc formation continue pour les entreprises, on a environ 3500 personnes formées tous les ans avec pour nous un focus plutôt sur des formations semi-longues ou longues, donc vraiment diplômantes, donc des masters spécialisés et des executive certificates, puis aussi des programmes plus classiques de formation courte, tous ces programmes pouvant être également délivrés sur mesure. L'école est pluridisciplinaire, donc vous voyez ici 4 domaines très complémentaires où nous intervenons, leadership et transformation, la performance des opérations, information, énergie et système, et puis le domaine dans lequel j'opère, système d'information et digital, avec notamment un focus sur le cloud qu'on va pouvoir partager ensemble aujourd'hui. Voilà, donc on va beaucoup travailler sur, premièrement, notre proximité avec l'industrie et avec des consultants expérimentés, et en même temps avec les apports académiques de nos laboratoires de recherche, une vraie volonté d'accompagner nos participants en amont et en aval des formations pour qu'ils réussissent à cranter un certain nombre de compétences. Une obsession de la qualité également, on va mesurer notre performance en permanence pour vous délivrer les meilleurs contenus, et puis travailler sur aussi la transformation numérique de nos formations avec du blended learning, des plateformes pédagogiques et un certain nombre de techniques pédagogiques innovantes qu'on essaye de mettre en œuvre au fur et à mesure de nos formations. Alors aujourd'hui, le sujet qui nous rassemble tous, c'est le cloud computing. L'idée, c'était de faire un point sur ce sujet qui est fortement d'actualité dans les entreprises, même si
il ne fait pas forcément la une de l'actualité comme d'autres sujets qui sont devenus plus à la mode. En fait, on s'aperçoit que c'est complètement central dans l'évolution du système d'information des entreprises. Et le cloud donc est omniprésent et tous les sujets qui sont à la mode aujourd'hui en fait ne peuvent pas exister sans du cloud. Hein, on vous parle beaucoup d'Internet des objets, le fait qu'on va connecter tout un tas d'objets, des voitures connectées, des maisons connectées, des applications mobiles. Tout ça va générer beaucoup d'informations, aura besoin d'être connecté avec des systèmes d'information, et cela passe par un usage accru du cloud computing. Donc c'est quasiment un prérequis par rapport à ces démarches-là. Associé à l'Internet des objets, on va souvent parler de big data, capacité à analyser des grandes masses de données et le plus rapidement possible. Là aussi, les plateformes les plus efficientes sur le big data sont des plateformes basées sur le cloud. Et enfin, de façon plus récente, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, de capacité notamment à créer des robots conversationnels, à améliorer la reconnaissance faciale sur des images. Toutes ces applications, là aussi, vont se baser sur du deep learning en particulier, qui repose sur des grandes quantités d'informations qu'on va pouvoir analyser. Et donc, les acteurs leaders sur ces sujets d'intelligence artificielle, c'est les mêmes acteurs que les acteurs de cloud, Amazon, Google, Microsoft. Et on voit bien que le développement, le renouveau finalement du développement d'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est surtout grâce au cloud computing. Donc, une entreprise qui n'a pas une stratégie cloud aujourd'hui, elle peut être en difficulté pour ensuite accéder à ces sujets porteurs. Alors, quelle stratégie adopter? Les entreprises hésitent ou pas, hein, suivant les cas. On a encore des gens qui nous disent non, on ne veut pas faire de cloud, c'est trop risqué, on ne maîtrise pas, et donc la stratégie est sans le cloud. Je dirais que ce type d'approche n'existe presque plus, hein, mais ça existait à une époque. Une approche timide, on va dire, qui va aller doucement vers le cloud en commençant par faire un petit peu de cloud privé et puis ensuite essayer de développer des approches sur différents clouds et gérer une architecture hybride entre ces différentes solutions. Et puis une troisième possibilité qui serait d'être encore plus volontariste et d'aller vers une stratégie 100% cloud public, hein, s'entend, qu'on rencontre déjà chez un certain nombre d'entreprises, des grands comptes et des PME. Hein, où là, on chercherait à trouver toutes les briques nécessaires à son système d'information directement dans le cloud. Alors certains vont nous dire que c'est illusoire et que aujourd'hui ce n'est pas possible. Eh ben, faut bien considérer cette question. Et Louis va justement nous donner un éclairage par rapport à ça, puisque ayant accompagné beaucoup d'entreprises et connaissant bien les différents fournisseurs du marché, il a une vision assez claire sur comment bien définir une stratégie par rapport au cloud, ce qu'on peut en tirer et ce qu'il faut rechercher sur le cloud. Voilà, donc je vais passer la main à Louis qui va partager sa présentation et donc vous expliquer sa vision du cloud en 2017. Bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette webinar. Donc, dans 2 minutes, donc moi je m'appelle Louis Nogès, je suis un ancien de Supélec et j'ai d'ailleurs participé à la création de l'enseignement système d'information, la section système d'information de Supélec. Et depuis maintenant une dizaine d'années, donc je suis dans le cloud à fond et j'aide les entreprises dans beaucoup de pays à passer sur du cloud que j'appellerais cloud public. Nous avons donc organisé avec Centrale Supélec des sessions de formation denses de 2 journées qui sont prévues 2 fois déjà en 2017. Ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de vous présenter un petit peu les fondamentaux de ce que je dirai pendant ces 2 jours sur les messages clés que l'on va échanger, sur lesquels on va échanger ensuite. Donc, je vais passer en mode full écran. Donc, pour démarrer 2017, je vous propose de choisir, comme vient de le rappeler notre premier intervenant, une stratégie cloud public qui devient honnêtement incontournable en 2017. J'ai actuellement plusieurs missions qui démarrent en 2017, des grandes missions, pour accompagner les entreprises qui ont pris la décision d'aller sur le cloud public en 2017. Alors, comment on peut faire ça? Donc, le plan de ma présentation, je vais commencer par vous définir un modèle original d'analyse du système d'information, que j'ai appelé le modèle BIS.
que je vais expliquer en quelques minutes, qui permet d'expliquer aux dirigeants et aux informaticiens comment on va sur le cloud. Ensuite, on fera un petit point sur les infrastructures cloud et sur les usages cloud, les applications cloud. Alors, le modèle BIS, c'est un modèle que j'ai présenté il y a 2 ans à peu près. Qu'est-ce que veut dire BIS? Business ou cœur métier en français, infrastructure, support. Donc, dans tout système d'information, il y a des infrastructures qui sont toujours composées de postes de travail ou d'objets d'accès, de réseaux et de serveurs. C'est vrai depuis que l'informatique existe, depuis les mainframes ou autres systèmes répartis. Ensuite, il y a des applications, des usages que j'appelle support. Alors ça, c'est une idée très importante. C'est quoi une fonction support? C'est une fonction qui est transverse à toutes les entreprises, qui peut intéresser tout le monde, comme une messagerie, une gestion commerciale, une gestion de trésorerie. Et à côté de ça, il y a des fonctions core business, en anglais, traduit en français par cœur métier, qui font qu'une fonction bancaire, une gestion de compte ou de prêt immobilier dans la banque n'intéresse pas Total, et la gestion d'une raffinerie n'intéresse pas une compagnie d'assurance. Donc il y a toujours dans les entreprises ces 3 familles. Et on peut structurer, organiser son système d'information autour de ces 3 concepts, support, métier et sur des infrastructures. Alors, où est-ce qu'on, les fonctions support, juste pour les rappeler, la bureautique étendue, messagerie ou autre, support structuré, encore une fois, CRM ou gestion de trésorerie. Est-ce qu'on appelle l'informatique flexible? Flexible IT en anglais, c'est par exemple les fonctions légères du type décisionnel, tableau de bord, BPM et autres. Alors, la situation du marché est très intéressante en 2017. On peut basculer sans problème l'essentiel de ces infrastructures sur des infrastructures cloud qu'on appelle IaaS, infrastructure as a service. On en dira un mot dans quelques minutes avec des acteurs comme Google et Amazon. Donc là, on peut y aller. Les fonctions support sont aujourd'hui toutes disponibles en software as a service, c'est-à-dire avec des applications sur le cloud. Là aussi, on va préciser. Et pour les fonctions cœur métier, on va parler PaaS, plateforme as a service ou développement. Et là, c'est une grande rupture dans l'informatique actuelle où on va, je l'espère, recréer des fonctions de développement dans les entreprises qui avaient pratiquement disparu, remplacées par des ERP qui n'ont jamais bien fonctionné. Donc si je fais le petit point IaaS, SaaS, PaaS, on s'aperçoit qu'il y a aussi des SaaS verticaux, ça commence à arriver, c'est relativement intéressant, par exemple des applications métiers sur le cloud. Il y en a quelques-unes dans des métiers comme l'assurance ou autres, ou la santé, et ça c'est une nouvelle génération de SaaS. Mais pour le moment, l'essentiel des applications SaaS sont des applications de type support. Et tout ceci, 100%, est disponible sur des clouds publics. Donc, je ne dis pas que c'est obligatoire, mais toutes les organisations, petites, grandes et moyennes, privées ou publiques, peuvent potentiellement, en 2017, basculer l'intégralité de leur système d'information sur le cloud public, sur les clouds publics. Donc, la question n'est pas est-ce que c'est possible ou pas, c'est possible. La question, est-ce qu'on a envie de le faire ou pas? Est-ce qu'on est prêt à le faire ou pas? C'est ça la question. La question n'est plus technologique. Alors, ce que je vous propose, c'est de, finalement, le message que je transmets aux dirigeants avec qui j'ai l'honneur de travailler, c'est de dire, c'est une excellente nouvelle pour l'entreprise. On peut industrialiser son système d'information support, ce que j'ai appelé les fonctions IaaS, infrastructure et support. Ça veut dire quoi industrialiser? Ça veut dire prendre des composants existants de très haute qualité, sur étagère, que l'on veut mettre en place dans son entreprise parce que ça correspond à des fonctionnalités ou à des composants qui ne sont pas spécifiques du métier. Ceci va faire gagner beaucoup d'argent, beaucoup de temps et beaucoup d'efficacité aux entreprises. Et du coup, ils vont pouvoir faire ce qui est essentiel, récupérer des temps et des ressources pour investir, au sens noble du mot investir, dans le système d'information important métier, cœur business, le B de mon modèle BIS. Donc voilà en fait le message que les directions informatiques doivent transmettre aux directions générales. On peut industrialiser avec des composants existants, le I et le S, et investir en faisant des développements spécifiques dans ce qui est cœur métier. Alors, pour ça, je vais employer parfois des images un peu fortes, mais je pense qu'il faut bien comprendre qu'on est dans un combat extraordinaire pour gagner en compétitivité. Une équipe informatique a des armes disponibles, alors j'ai mis deux armes puissantes.
une pour les infrastructures et l'autre pour les applications et les usages. Et donc, l'éventail des armes, vous rentrez dans une armurerie informatique et tout est disponible. Il y a un choix extraordinaire. Et l'autre point vraiment important à comprendre, c'est que ces armes sont universelles. C'est-à-dire que ce soit une banque, une assurance, en France ou en Espagne, une société de 50 personnes ou une société de 150 000, on a les mêmes armes, les mêmes messageries, les mêmes CRM, tout ça est disponible. Donc, une fois de plus, le problème n'est pas dans le choix des armes, le choix des outils, il est dans la façon dont on va les mettre en œuvre, les mettre en musique. Mais toutes les entreprises, petites, grandes et moyennes, ont les mêmes moyens disponibles aujourd'hui dans le monde entier. Là aussi, c'est un point clé, les solutions cloud, les solutions SaaS, sont disponibles de façon universelle dans le monde entier. Et je peux aller au Maroc et proposer une application SaaS à une entreprise moyenne locale qui sera la même, avec la même qualité qu'à San Francisco ou à Paris. Donc, on est dans un monde où l'offre est largement supérieure à ce qu'on en fait, ce qui est un élément très positif. Donc, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est un petit point rapide, évidemment, d'introduction sur les infrastructures cloud. Ça veut dire quoi? Avoir une infrastructure cloud. On va prendre les trois composants, donc les objets d'accès, les serveurs et les réseaux. Pour les réseaux d'accès, pour aller sur le cloud, on a besoin de réseaux haut débit et principalement sans fil. Haut débit, ça veut dire 1 mégabit et plus. Bon, évidemment, si on a 5 ou 10, c'est mieux, mais à partir de 1 mégabit, on peut travailler. Et sans fil, pourquoi? Parce que la majorité des objets d'accès au cloud, des postes de travail, sont des smartphones, des tablettes, des ordinateurs portables sur lesquels la connexion se fait en réseau sans fil. Il n'y a même plus de prise pour mettre des réseaux filaires type RJ45 Ethernet. L'outil d'accès dont je viens de parler sera un objet mobile, peu importe l'objet, smartphone, tablette ou laptop, équipé d'un navigateur, quel qu'il soit. Et les serveurs seront de plus en plus en externe. Donc ça, c'est pour ça que je l'ai mis en gros et en couleur. Les serveurs vont sortir de l'entreprise et se retrouver chez des professionnels, des grands acteurs mondiaux qui investissent massivement pour aider les entreprises à ne pas faire l'investissement. Donc voilà un peu ce que c'est qu'une infrastructure dans ces concepts. Reprenons ces trois points un par un. Le cloud public pour les serveurs. Là aussi, je vous donne des chiffres relativement récents de Gartner, qui est une grande société américaine bien connue d'études de marché, qui a fait un point sur le cloud public et ils ont publié des résultats au mois d'octobre, il y a à peu près 2 mois. Qu'est-ce que dit ce graphique? Pour simplifier le résumé de l'étude. Le titre en lui-même est très intéressant, les disappearing data centers, les centres de calcul qui disparaissent. C'est la courbe que vous voyez en bleu, la courbe qui descend. Vous voyez, en 2016, il y avait encore 80% des entreprises computing workloads, c'est-à-dire des charges de travail, qui étaient dans les entreprises, dans ce que certaines entreprises appellent à tort des clouds privés, et que moi j'appelle des centres de calcul privés. C'était 80%. Et vous voyez que le basculement est très fort. En 2024, on devrait arriver aux environs de 20%, 20-30%. Okay. Donc, 80% des centres de calcul d'entreprise vont disparaître ou vont voir leur taille se réduire. Remplacés par deux choses qu'on appelle le off-premise, c'est-à-dire l'hébergement, qui est la courbe qui se stabilise, qui était la méthode ancienne qu'on faisait depuis une vingtaine d'années. Je confiais mes serveurs à un hébergeur, comme OVH ou Orange, qui les gérait pour moi. Mais ça restait mes serveurs. Et bien sûr, la courbe qui est en forte croissance, c'est la courbe qui s'appelle Cloud Provider, Cloud Public, et on voit que c'est là où ça se passe. Et là, on a des personnes, on ne leur confie pas des serveurs, c'est eux qui ont les serveurs, et on va utiliser leurs serveurs. Donc c'est ça la grande rupture en termes d'infrastructure qui se prépare. Plus l'entreprise est petite ou moyenne, plus ça a du sens. Et aujourd'hui, les grands acteurs mondiaux considèrent que pour gérer un centre de calcul de façon industrielle et professionnelle, il faut avoir au minimum 100 à 200 000 serveurs. C'est-à-dire qu'il y a en France peut-être 10 ou 20 entreprises qui sont dans ce genre de grandeur. Donc toutes les organisations petites, moyennes ou même grandes, si elles veulent rester industrielles et efficaces ou professionnelles, doivent basculer sur le cloud public. Encore une fois, le centre de calcul privé, comme vous le voyez, deviendra une espèce rare en 2020, 2024, peu importe l'échelle de temps. Tout le monde est d'accord, toutes les tendances vont dans ce même sens. Et donc, on aura l'occasion, dans le séminaire de 2 journées, de regarder qu'est-ce qu'il y a comme offre, qu'est-ce qu'il y a dans ce domaine. Alors, pour simplifier un peu les offres, soit on vend de l'infrastructure as a service, qu'on appelle IaaS, infrastructure as a service, soit on vendait comme avant des serveurs.
Et le marché est très très clairement séparé en grandes familles. Il y a deux acteurs mondiaux qui s'appellent Amazon Web Services, qui est un département de Amazon que vous connaissez tous, et Google avec Google Cloud Platform. Ces deux acteurs sont natifs cloud IaaS. Ils n'ont jamais vendu de serveur, ils vont jamais en vendre. Donc ils investissent massivement dans leurs infrastructures et vous les mettent à disposition. Il y avait avant des fournisseurs anciens, que j'appellerais gentiment les anciens combattants de l'informatique, qui vendaient des serveurs. Vous les connaissez bien, j'ai mis quelques noms, HP, Dell ou autres. Tous ces acteurs, maintenant, ont essayé, sans succès, de faire du cloud public, du IaaS, et ont décidé, on arrête. Par exemple, HP avait lancé une offre dans ce domaine en 2012 et a arrêté en 2015. Dell n'a même pas essayé. On a appris hier ou aujourd'hui que même Cisco, qui voulait faire la même chose, a dit j'arrête. Donc, les grands acteurs historiques ne peuvent pas le faire, ils n'ont pas la capacité ni la compétence pour le faire. Alors, il y a deux acteurs de l'ancien monde qui essayent d'aller dans le nouveau, qui s'appellent Microsoft et IBM. Alors commençons par IBM. IBM a racheté une société qui s'appelle SoftLayer, qui était un acteur du cloud public, et donc IBM a un pied du côté serveur, un pied du côté cloud. C'est un des acteurs qui essaye de faire le saut. Ils ont un peu de mal, mais on verra bien s'ils y arrivent. Par contre, Microsoft a fait aussi vend des serveurs et vend maintenant sous le nom de Azure du cloud public. Alors là, ce qu'il faut reconnaître, que le nouveau PDG de Microsoft s'appelle Nadella, a fait un gros effort dans ce domaine, et grâce à lui, maintenant, Microsoft est devenu un des grands acteurs crédibles du cloud public. Donc, pour l'essentiel, il y a trois grands acteurs, Amazon Web Services, Google Cloud Platform et Microsoft Azure. Deux qui ne vendent que de l'infrastructure de service, et un qui s'appelle Azure, qui vend l'un ou l'autre. Si vous vous appelez Microsoft pour installer des serveurs, ils seront prêts à le faire avec vous, sans difficulté. Mais voilà finalement où se trouve le marché. Comme vous le remarquez, il n'y a pas d'acteurs européens dans ce domaine pour le moment, il n'y en aura probablement pas, même en 2020. Donc voilà ce qui se passe. Alors les grands acteurs du cloud public, voilà par exemple la photo d'un des centres de calcul de Google. Vous voyez ces énormes usines dans lesquelles il y a 100, 200, 300 000 serveurs gérés comme des grandes usines industrielles. On estime que Google a à peu près, ça c'est un des centres de calcul de Google, a à peu près 3 millions de serveurs. C'est un ordre de grandeur, pas public, tous sur Linux. Comme ça on est sûr que ça fonctionne. Mais disons, vous avez bien, voilà, des industriels qui font des investissements massifs. Alors j'ai mis un exemple de Google. Amazon fait la même chose, Microsoft fait la même chose. Il faut bien comprendre qu'on est basculé dans ce que moi j'appelle la révolution industrielle informatique, c'est-à-dire qu'on sort du monde du bricolage et on est dans l'industrie au sens automobile du terme. Et pour les ingénieurs, c'est un mot qui comprend, on industrialise. Alors, le numéro un dans ce domaine s'appelle Amazon, Amazon Web Services. Non seulement il investit beaucoup, mais il fait beaucoup de chiffre d'affaires et il fait des bénéfices. Donc les chiffres que vous voyez là sont les chiffres de ses revenus, chiffre d'affaires, trimestre par trimestre en bleu, et de ses bénéfices. Alors ce qu'il faut voir, vous voyez, c'est commencé en 2006, c'est tout récent. Amazon fête, en ce moment, c'est 10 ans. Donc Amazon Web Services a été le premier acteur du cloud public. Et aujourd'hui, dans les derniers chiffres publiés sur le troisième trimestre, ils font plus de 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et on a annoncé, donc, sur l'ensemble de l'année 2016, ils vont dépasser les 12 milliards de dollars. Ce qui est quand même beaucoup d'argent. Et donc, Amazon, qui était non présent sur le marché de l'infrastructure, représente 12 milliards de dollars aujourd'hui. Et il fera beaucoup plus, bien sûr, dans les années qui viennent. Et en même temps, vous voyez, il fait des bénéfices. Il a fait 860 millions de dollars sur le troisième trimestre 2016. Donc, ils arrivent à vendre des puissances de calcul sans limite, à des prix très 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 compétitifs, et en même temps faire des bénéfices, qui est quand même la preuve de ce qu'on appelle l'industrie. Donc voilà, les jeux sont faits, que ce soit Amazon, Google ou Microsoft, il y a pour vous, entreprise, des fournisseurs remarquables qui vous proposent des solutions remarquables. Alors, et je rappelle, avant de passer aux usages, que pour accéder à ces serveurs, on a besoin d'un objet d'accès. Il suffit d'avoir un smartphone avec un navigateur, une tablette avec un navigateur, un Macintosh, un PC, un Chromebook avec un navigateur. Donc là, tout objet équipé d'un navigateur se connecte, on le met sur un réseau 3G, 4G ou Wi-Fi, et ça fonctionne. Ça permet d'accéder à des ressources cloud 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où qu'on soit, chez soi, au bureau, ou dans son entreprise, ou en déplacement.
Donc ça, c'est la partie infrastructure. Pour la partie usage, là aussi, je voudrais donner l'essentiel sur la démarche cloud. Ça s'appelle SaaS, Software as a Service. L'idée, c'est qu'on ne commercialise pas du software, on commercialise un service de software. Et la différence est fondamentale. On va essayer d'expliquer les quelques 5 ou 6 points clés de différence. Le logo que vous voyez là, qui est marqué No Software, c'est le logo d'une des premières entreprises qui s'est lancée sur le SaaS dans les années 2000, qui s'appelle Salesforce, qui est le numéro 1 mondial du CRM, de la gestion commerciale, en SaaS. Salesforce fait à peu près 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le monde ancien, Oracle, SAP et autres Microsoft ont payé une licence à l'éditeur, beaucoup d'argent, et après ça, on payait un contrat de maintenance, tous les ans. Et par exemple, pour prendre un des grands éditeurs mondiaux que tout le monde connaît, qui s'appelle SAP, quand vous achetez une licence SAP, ensuite, tous les ans, vous payez à peu près 23% pour la maintenance du logiciel. Ce qui veut dire, en fait, qu'on paye 2 fois en 4 ans. Ça, c'est l'ancien monde. Dans le monde du SaaS, on ne paye pas, on paye un service. Donc, on ne fait pas un investissement. On va payer, alors, il y a plusieurs façons de payer. Les fonctions principales sont en général temps par an ou par mois. Par exemple, un des grands outils que tout le monde utilise maintenant dans les entreprises, c'est de la messagerie en cloud de Google, ça s'appelle Google Apps, qui vient de changer de nom sous le nom de G Suite. Ça coûte 40 € par an et par personne. Donc voilà, c'est relativement simple. Si j'ai 100 personnes, toute ma messagerie, ma bureautique coûte 4000 € par an et par personne. Si l'année prochaine, je passe à 60 personnes, ça me coûtera 6000. Si dans 3 ans, je reviens à 20, je paierai 2000. Donc on est dans un monde complètement nouveau, on paye à l'usage, et on passe, encore une fois, pour parler un peu de finance, ça c'est une rupture forte aussi, ce qu'on appelle CAPEX, OPEX, CAPEL, capital, on investissait, OPEX, coût de fonctionnement. Donc le cloud, c'est du CAPEX pour l'infrastructure, de l'OPEX, pardon, pour l'infrastructure, et de l'OPEX pour les usages. Donc ça, c'est une grande révolution. Alors quels en sont les avantages? Les logiciels cloud, s'il y a vraiment un seul mot à retenir sur le mot SaaS, c'est ce qu'on appelle en anglais multi-tenant. Vous avez ici un immeuble avec des appartements. Donc en SaaS, on est locataire. On est tous locataires d'un logiciel. Et on n'est pas propriétaire comme d'une maison individuelle. Ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire qu'il y a une seule version du logiciel qui fonctionne pour tout le monde. Tous les clients de Salesforce, tous les clients de Google Apps ou de G Suite travaillent sur le même code. Donc si ça fonctionne bien, ça fonctionne pour tout le monde. Et s'il y a un pépin, il y a un pépin pour tout le monde. Donc l'éditeur est obligé de corriger. Ça veut dire aussi qu'il y a un seul fournisseur de la solution. Et donc un éditeur SaaS prend en charge la fourniture de son service, qui peut héberger où il veut, sur un cloud ou pas. Le gros avantage pour les entreprises, c'est qu'il y a ensuite, quand il y a un changement de version, qui peut avoir lieu tous les mois, tous les 3 mois ou plus souvent, à l'instant où l'éditeur change, tout le monde a la nouvelle version. Donc quand on prend un logiciel SaaS, il n'y a qu'une version, la dernière, la meilleure. Ça, c'est un point très intéressant. Et donc, on a accès en permanence à la meilleure pratique, best practice en anglais, de l'éditeur du logiciel. Et si demain, je rentre sur un logiciel SaaS, qui est déjà utilisé par 100 000 entreprises, j'ai un logiciel qui fonctionne bien dans 100 000 entreprises. Ce qui veut dire que la probabilité qu'il ne fonctionne pas chez moi est 0%. Alors, je ne peux pas bricoler, ça c'est très important. On adore dans les entreprises, les équipes informatiques, prendre un logiciel traditionnel, un ERP, et faire des modifications, changer les choses. Ça c'est impossible. Donc c'est une excellente garantie anti-bricolage. C'est aussi la fin du cauchemar de la migration, je viens de vous l'expliquer. On est toujours à jour, alors que dans l'entreprise, on est toujours en train de courir vers la dernière version. Il n'y en a qu'une seule, la meilleure pour tous. Ça, c'est très intéressant parce que ça intéresse aussi bien une petite entreprise qu'une grande, qu'une moyenne, une entreprise française que italienne ou allemande, ou en Turquie, et secteur privé, secteur public. Et donc, on peut quand même, bien sûr, on ne peut pas paramétriser au sens traditionnel de l'informatique, mais on peut quand même configurer, faire son logo et autres. Et là aussi, je prendrai l'exemple de l'automobile. Quand vous achetez une voiture, vous pouvez la configurer, soit ouvrant, pas soit ouvrant, avec des options, quelques options, mais on ne change pas le fondamental. Donc, dans le monde du SaaS, on a le monde de l'automobile, on prend une voiture qui fonctionne, on a quelques variables de paramétrisation, des options en tout genre, mais ça reste là, ça reste des petites modifications sur un objet industriel, on ne peut pas changer.
On ne peut pas mettre un moteur de Mercedes dans une Renault ou vice-versa. Ça sont les avantages majeurs du multitenant. Alors, le SaaS fonctionne depuis maintenant une bonne dizaine d'années, presque 15 ans. Et donc, si je reviens sur mon modèle BIS, les fonctions support, ce qui est intéressant, quand dans votre entreprise, quelqu'un des métiers marketing ou finance ou ressources humaines vient vous voir, la première question à vous poser, c'est est-ce que c'est une fonction support, c'est-à-dire qui est intéressante chez moi ou chez quelqu'un d'autre. Prenons l'exemple des ressources humaines, si on cherche à mettre en place un système d'évaluation des cadres ou de management de la formation et des compétences, c'est une fonction universelle. Et donc la seule réponse que doit faire une DSI, c'est dire dans ces cas-là, c'est SaaS ou SaaS. Et il y a beaucoup d'offres. Alors je vais vous donner quelques noms, il y en a beaucoup. Dans le commerce CRM, le plus célèbre s'appelle Salesforce, mais il y en a d'autres. Par exemple, il y en a un concurrent qui s'appelle Close.io, qui est un très bon produit aussi. Dans le domaine des performances ressources humaines, que je viens d'évoquer, il y a une société française, par exemple, qui s'appelle Talentsoft, qui fait ça très bien. Dans le domaine des budgets, les budgets, c'est une catastrophe dans toutes les entreprises. C'est géré en dépit du bon sens. Il y a plusieurs solutions. Une des solutions s'appelle Timemark. Et puis, je vais prendre un quatrième exemple, qui est la gestion de la trésorerie. Il y a un excellent logiciel qui, lui aussi, d'ailleurs, est français, donc les Français sont pas nuls, qui s'appelle Kiriba. Donc, voilà 4 noms de logiciels SaaS. Et ce qu'il faut que vous compreniez, quand je parlais des infrastructures, il y avait très peu de fournisseurs, Microsoft, Google et Amazon. Dans le domaine du SaaS, par contre, il y a des milliers de solutions. On en compte plus de 5000. Je suis bien sûr incapable de les connaître toutes et de vous donner toute la liste. Ça n'a aucun intérêt. Mais l'hypothèse qu'il faut faire, c'est les solutions SaaS existent pour toutes les fonctions support. Ça, c'est l'hypothèse fondamentale. Et donc, si on ne trouve pas de licence SaaS pour les fonctions support, on fera du développement pour les fonctions cœur métier. Donc là, j'ai pas prévu de mettre des slides, c'est un sujet trop complexe pour évoquer, mais bien comprendre que c'est vraiment là où ça se passe. Quand on a des fonctions métiers, pour que sa banque soit différente des petits camarades, que sa société d'assurance fasse des produits innovants, que la société d'électricité distribue des produits innovants, on doit basculer à ce moment-là sur du développement et on va réinventer le développement sur mesure qu'on appelle PaaS, Platform as a Service. Donc, toutes les entreprises sont en 2007 devant un double challenge, qui est celui de passer du monde actuel. Aujourd'hui, on a des licences traditionnelles sur du cloud privé, c'est-à-dire sur de propres infrastructures. Bon, c'est pas un défaut, c'est une réalité d'aujourd'hui. Ce que j'ai mis en rouge, c'est 2 cases qui ne fonctionnent pas, qui sont pas possibles. On peut pas faire de la licence sur le cloud public et les logiciels SaaS ne peuvent pas être installés chez vous en interne. Donc, le chemin à parcourir, c'est d'aller vers progressivement des infrastructures cloud public et des usages SaaS que j'ai marqué demain. Et c'est tout ce chemin qui est un chemin complexe au fond des entreprises. C'est d'ailleurs mon cœur de métier de conseil dans ce domaine, c'est d'accompagner de l'ancien monde vers le nouveau monde. Alors, dans les entreprises moyennes, ça peut se faire, petites et moyennes, en 1 an, 2 ans. Dans les grandes entreprises, ça prend 3, 4, 5 ans. Et voilà la migration que toutes les entreprises vont prendre en charge. Il n'y a pas d'alternative à cette migration, à cette évolution. Alors, face à ce double challenge, on y va ou on n'y va pas? C'est la vraie question. C'est ce que moi j'appelle le courage des entreprises. Alors, j'ai mis une image un peu forte pour résumer ce choix. Vous êtes en Amérique du Sud, là, vous êtes du côté d'une belle rivière, il faut traverser. Il y a un pont de lianes. Alors, on y va ou on n'y va pas? Et c'est vraiment la question de fond. Évidemment, beaucoup de ces solutions sont des solutions flexibles, performantes, mais on les connaît pas, on n'a pas l'habitude. Et on peut hésiter. Et beaucoup d'entreprises hésitent énormément à faire le saut vers le cloud. Alors, c'est pas très dangereux, mais évidemment, ça peut paraître plus rassurant de rester avec les anciens fournisseurs qu'on connaissait bien, les IBM, HP, Dell et autres Cisco. Mais c'est un cul-de-sac à mon avis, et il vaut mieux sauter, prendre le chemin de l'innovation vers le cloud avec des solutions innovantes telles que celles que j'ai évoquées. C'est de tout ça dont on parlera dans les 2 jours de séminaire que je vais organiser avec vous. Alors en fait, mon métier, vous l'avez compris, hein, c'est d'accompagner les entreprises innovantes, les entreprises courageuses vers ces solutions innovantes. Quand je dis innovantes, ça l'était il y a quelques années. La messagerie Google est là depuis 10 ans. Salesforce est là depuis plus de 10 ans. Donc, c'est raisonnablement innovant. Ce qui manque aux entreprises, c'est le courage. Et donc, encore une fois, mon cœur métier, avec ma nouvelle société qui s'appelle Dazel, c'est de vous accompagner dans ce chose.
Alors là où j'ai mis quelques références de mon site, évidemment, et puis il y a un blog qui s'appelle Node.js sur iPad, sur lequel vous pouvez retrouver tout ou partie de ce que je viens de vous dire. Et bien sûr, je suis prêt maintenant à répondre avec vous à toutes ces questions. Voilà, et merci de Merci votre Louis. attention. On va garder les questions pour la fin. J'ai encore quelques éléments à partager. Donc, je reprends la main sur la présentation. Quelques éléments complémentaires, si vous voulez, qui sont aussi issus de nos expériences dans le cadre de la formation cloud à Centrale Supélec Exed, puisqu'on a pas mal de retours d'expérience. Et sur cette transformation cloud, je pense que ce qui est assez inspirant dans la présentation de Louis, hein, c'est de voir que tout est possible avec le cloud public. Hein, donc aujourd'hui, les barrières, elles sont pas technologiques, et que par contre, c'est une question de volonté. Et que le point de départ, c'est comprendre que il faut la volonté d'y aller. Donc c'est une impulsion stratégique. Il faut que les DSI et les directions générales poussent dans cette direction. Et c'est un vrai changement culturel qui a opéré, puisqu'effectivement, on va vers un monde nouveau qu'on ne connaît pas forcément très bien. Et d'ailleurs, on se rend compte que dans ce monde nouveau, eh bien, pas mal de pratiques vont changer, que ce soit des pratiques d'architecture ou des pratiques de management de projet ou d'organisation, de relations avec les métiers dans l'entreprise. Il y a un certain nombre d'adaptations à réaliser, mais tout part d'une impulsion stratégique, d'une vraie volonté qui doit venir du top management. Le chemin peut aussi paraître vertigineux, comme on l'a vu avec le pont, hein, mais on peut y aller aussi progressivement une fois que la volonté est là. Il faut commencer à s'accoutumer avec le cloud et commencer à jouer avec pour le maîtriser. Définir sa stratégie, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas. Et puis se dire, on y va et on se fait une trajectoire, un plan de bataille pour avancer dans cette direction. Et puis surtout, de l'accompagnement, de l'explication, hein, les différentes parties prenantes, donc à la fois les équipes informatiques et les équipes utilisateurs doivent comprendre ce que ça veut dire d'aller vers le cloud, les bénéfices, mais aussi les contraintes, parce qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et donc ça doit être expliqué correctement à toutes ces parties prenantes. Voilà. Après, on s'aperçoit que un certain nombre de thèmes classiques, hein, la gouvernance du système d'information doit être adaptée, la façon dont on gère les projets avec ses fournisseurs cloud peut être légèrement différente des pratiques qu'on avait auparavant. Et puis, l'architecture globale du système d'information va se retrouver transformée et il va falloir acquérir là aussi des nouvelles pratiques sur ces trois sujets. Et ma conclusion sur ce point, si vous voulez, c'est que ça nécessite des compétences. On ne crée pas des solutions à base de cloud comme on crée des systèmes d'information il y a 20 ans. Et donc, sur les sujets d'architecture, de gestion de la relation avec les fournisseurs, de gestion de la relation avec les utilisateurs, il faut adapter ces pratiques et donc faire en sorte que les équipes de l'entreprise montent en compétence sur ces différents sujets. Et c'est pour ça que nous avons cru depuis longtemps au cloud et que Centrale Supélec Exed a son catalogue une formation sur le cloud depuis 5 ans maintenant. Et pas seulement, si vous voulez, une formation technique sur les composants de base ou sur de la vulgarisation, mais bien un cursus complet, ce qu'on appelle le format Executive Certificate, qui vous permet de vous transformer, d'améliorer ces compétences dont on vient de parler. Notre objectif, si vous voulez, c'est vraiment de vous donner la vision globale de cette démarche de transformation vers le cloud, adaptée à la méthodologie. Il y a beaucoup de formations sur le marché qui sont très techniques pour apprendre à être certifié sur Amazon ou sur Azure, qui sont donc plutôt adressés à des profils techniques. Nous, on essaye d'apporter aussi une vision globale, une méthodologie d'ensemble pour l'aborder de la meilleure façon qui soit. Voilà. On ne va pas former spécifiquement sur le IaaS, le PaaS ou le SaaS. On pense qu'il faut bien intégrer les trois composants, comme on l'a vu dans la présentation de Louis, et s'adapter à la fois sur les aspects comment je conduis les projets dans le cloud et en même temps comment j'architecture mon système d'information avec les briques de cloud. Ce sont les deux piliers de nos formations. Donc la formation que je vais maintenant vous présenter très brièvement, c'est un executive certificate. Donc vous obtenez un certificat à la fin de la formation. Elle dure 14 jours. Elle commence par une introduction qui est vraiment se donner la big picture, qui est le séminaire dont parlait Louis, donc assuré par
par Linoges sur 2 jours. C'est vraiment le panorama global et le schéma BIS et la trajectoire de transformation vers le cloud. Ensuite, 2 modules qui vont traiter respectivement les aspects management et architecture. Donc sur le module 2, on va être sur comment définir une bonne stratégie cloud, quel va être l'impact sur les métiers, sur l'organisation, et quelles sont les bonnes pratiques de gestion de projet qu'il faut adopter pour travailler avec des fournisseurs cloud. On s'aperçoit que sur le SaaS en particulier, on généralise des approches agiles, donc il faut vraiment avoir intégré ces aspects-là. Dans le 3e module, on va basculer sur des sujets un petit peu plus techniques, hein, quels sont les patterns d'architecture dans le cloud, hein, comment bénéficier des meilleures pratiques pour architecturer vos solutions. On s'aperçoit que les applications construites dans le cloud ont un certain nombre de spécificités et que donc on va essayer de partager ces spécificités à la fois sur le IaaS, sur le PaaS et sur le SaaS. On va reparler d'urbanisation et d'architecture d'entreprise avec du cloud, comment on développe dans le cloud, comment on bâtit des infrastructures performantes, scalables, redondantes, comment on gère les plans de reprise d'activité, etc. avec toute la panoplie et des solutions qui sont disponibles dans le cloud, et on peut faire des choses très impressionnantes. Voilà. Une question qu'on a aussi de manière récurrente, les aspects juridiques et sécurité. Donc, on revoit la sécurité du SI en partant du principe qu'il va être majoritairement dans le cloud. Donc, comment on adresse les risques et comment on met en place les bonnes mesures de sécurité. Et puis, les aspects juridiques, puisqu'il y a des questions de contractualisation, de gestion de la confidentialité des données personnelles, qui vont justifier que vous mettiez à jour aussi sur ces sujets-là. Et donc là, on fait intervenir des avocats qui sont spécialisés sur les technologies de l'information et en particulier sur le cloud pour vous partager donc les meilleures pratiques et l'état de l'art sur un sujet qui est fortement évolutif encore aujourd'hui. Voilà. Et le dernier 14e jour de la formation, c'est la soutenance, puisqu'en fait, vous êtes amené, comme c'est un executive certificate, à réaliser un mémoire et à le présenter devant un jury. Je vais revenir sur les modalités de certification. On travaille donc avec nos outils numériques, donc la plateforme pédagogique en support, hein, avec de continuité à distance entre les modules qui sont faits en présentiel. C'est aussi une formation très appliquée où on fait une étude de cas fil rouge, c'est-à-dire qu'on prend des cas réels qu'on traite au fur et à mesure des différents modules et qu'on enrichit tout au long de la formation. Comme c'est une formation longue, il y a du contrôle continu et puis donc il y a à rédiger un mémoire sur un sujet qui vous intéresse, bien évidemment relatif au cloud et qu'on présente devant un jury. Donc ça vous amène à vous mettre en réflexion et à vraiment creuser le sujet par rapport à votre contexte. Cette formation a lieu 2 fois par an, premier semestre, deuxième semestre. La prochaine session commencera le 30 mars. Et puis, voilà le prix. Et, point important, donc c'est un bloc homogène de compétences qui appartient à un titre, un certificat du RNCP qui s'appelle Expert en ingénierie numérique. Donc, la formation vous permet de valider une partie du titre et vous pouvez valider le complément, par exemple, dans une démarche de VAE. Et par ailleurs, elle est éligible au CPF, donc il y a un code CPF. Je précise ces 2 derniers points pour des raisons de financement aussi, hein, puisque ces 2 points font que vous pouvez obtenir des financements pour participer à la formation. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce qu'on fait dans ce domaine-là. Et nous sommes maintenant ouverts à toutes vos questions, hein, à la fois sur la présentation de Louis, bien évidemment, et puis sur la formation tout particulièrement. Alors, je note par exemple les questions qui ont été remontées dans la conversation. J'ai une question de M. Alain Claude. Y a-t-il un plan B si l'accès au cloud est interrompu, par exemple garder son data center en backup? Alors, je ne sais pas si Louis veut répondre à la question. Il y a un avis sur le sujet, mais... Bon, alors, je peux donner quelques éléments de réponse. Les grands acteurs du cloud public dont j'ai parlé ont des dizaines de centres de calcul répartis dans le monde entier. Et par exemple, ils sont en Europe, en Irlande, en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, etc. Et par exemple, en 2017, Amazon et Microsoft et Google aussi vont mettre en place des centres de calcul chez nous. Donc, lorsque vous utilisez ces ressources d'infrastructure, l'idée même que ça puisse tomber en panne techniquement ne se pose pas.
si vous avez vos données, elles sont répliquées systématiquement dans 3 data centers, dans 3 centres de calcul différents, dans 3 zones géographiques différentes. Alors, la probabilité qu'il y ait un tsunami simultané en Irlande, en Allemagne et en France n'est pas vraiment maximale. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Et donc, la sécurité physique des infrastructures industrielles du cloud est exceptionnellement élevée, remarquablement élevée. Donc on n'a pas, moi je suis sur le cloud avec toutes mes entreprises depuis 2007. Je n'ai bien sûr pas de je fais pas de backup de Google. Google le fait pour moi. Je fais pas de backup de Amazon, il le fait pour moi. Est-ce que j'ai un peu répondu à votre question? Oui, et en complément, je dirais que ça pose aussi la question de la dépendance qu'on a au réseau, mais aujourd'hui, il faut bien voir que tout ce qu'on fait dépend de l'accès au réseau, avec les smartphones, avec les tablettes. Si le réseau est effectivement est impacté de manière majeure, même les entreprises qui, dans leur propre data center, ne pourront plus y accéder. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, on est massivement dépendant des réseaux informatiques et que ceux-ci sont extrêmement redondés partout et que on n'a pas encore vu de panne absolument majeure des réseaux. Quand c'est correctement architecturé, normalement, il y a de la continuité sur cette partie réseau. Tout à fait. Je crois que aujourd'hui, vous avez un smartphone. Il y a 1 milliard de points d'accès Wi-Fi sur Terre, que ce soit un hôtel, un resto, chez vous. Et puis il y a le 3G, il y a le 4G. Donc on mélange tout ça. Et donc la probabilité de pas se connecter est très faible. Bon, il y a quelques exemples. Si vous prenez un avion qui va, Air France n'a pas encore mis le Wi-Fi dans ses avions, ce qui, j'espère, va pas tarder. Bon, alors dans ce domaine-là, il y a une chose intéressante. Techniquement, les grandes applications SaaS utilisent ce qu'on appelle le HTML5, qui est une façon d'écrire des applications web modernes, et on peut travailler en mode déconnecté, répondre à un mail, consulter son agenda offline. Puis quand on se reconnecte à l'atterrissage de l'avion, on peut redémarrer. Donc, effectivement, en anglais, pour faire un petit jeu de mots, no network, no work. S'il n'y a pas de réseau, on travaille pas. C'est le cas aujourd'hui, cloud ou pas cloud. Alors ensuite, il y a une question de Georges-Henri Jouffroy qui nous dit bonjour, beaucoup d'avantages à passer dans le cloud, mais quels sont les risques? C'est vrai qu'on a beaucoup insisté sur les points positifs aujourd'hui. Oui. Alors, disons que c'est une question à se poser, c'est une très bonne question. Alors, ce que je constate autour de moi, pour être un peu brutal, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas envie d'aller dans le cloud et qui posent des questions, non pas intelligentes pour vraiment se poser la question, mais ce que j'appelle question alibi, les bonnes raisons pour pas y aller. La sécurité, est-ce qu'elle est bonne? Bien sûr qu'elle est bonne, elle est bien meilleure que pour 99,9% des entreprises. Ah, les réseaux, ils sont là. Et puis, alors, il y a une question qui est quand même fortement posée, qui est la confidentialité des données. Qu'est-ce qui se passe si le grand méchant Google accède à mes mails? Bon, d'abord, il n'y accède pas. Hein. Ensuite, toutes ces données sont chiffrées dans les centres de calcul des grands acteurs du cloud, et donc elles sont bien protégées. Bon. Alors après, l'argument massu, c'est les méchants de la NSA américaine qui vont regarder. Bon, les Français pirates, les Américains pirates, enfin, essayent de pirater, les Anglais aussi, tout le monde pirate, cloud ou pas cloud. Alors là, si on travaille sur des données vraiment extrêmement sensibles, bon, il y a des techniques très performantes qui permettent de chiffrer avec un moteur de chiffrement et une clé de chiffrement qui vous appartient dans le cloud public. Donc même, vous allez chiffrer sur Google et Google n'a pas la clé de déchiffrement. Donc si vous voulez, la question est, oui, il y a quelques précautions à prendre plutôt que des risques. Moi, je parlerai plutôt de précautions. Et dans le séminaire, dans la partie que je vais évoquer, je parlerai de cloud confiance, c'est-à-dire comment on peut créer la confiance pour aller sur le cloud avec un niveau de confiance maximum. Sous-entendu, c'est jamais parfait. Moi, je voyage beaucoup, je prends l'avion, j'ai plus confiance dans un avion que dans une voiture ou dans un taxi. Il y a des accidents d'avion et des accidents de voiture. Mais il y en a moins dans l'avion cloud que dans la voiture interne. Bon, c'est un problème de raisonnabilité. Mon grand combat, c'est contre les alibis. Les gens qui cherchent des bonnes raisons pour pas y aller. Voilà. Oui, je voudrais compléter ce point parce que je pense que c'est vraiment effectivement un changement d'état d'esprit. C'est-à-dire qu'on se met des barrières mentales pour dire comment ne pas y aller et effectivement on agite le chiffon rouge de la confidentialité des données et des risques de sécurité, alors que ces risques existent aussi dans les data centers internes des entreprises et même ils sont supérieurs. Il faut voir qu'un certain nombre d'acteurs sont en train de lever ces barrières mentales. Je discutais avec un
un architecte cloud que je connais bien qui travaille à Londres, qui travaille pour une banque qui s'appelle Barclays. Il me disait deux choses. Premièrement, Barclays est en train de faire une transformation pour être 100% cloud public d'ici quelques années, alors que c'est une banque et qu'elle a des contraintes réglementaires qu'on connaît. Donc certains acteurs sautent le pas. Et deuxième point qu'il me citait, c'est qu'aujourd'hui, on commence à avoir des indices que de toute façon, les acteurs qui font des serveurs, les HP et Dell, il y a une probabilité pour que bientôt ils vendent plus de serveurs je dirais, aux particuliers ou à l'entreprise. Ils ont tellement de serveurs à fabriquer pour les géants du cloud que de toute façon, on l'a bien vu, hein, les data centers privés disparaissent et probablement que les fournisseurs de serveurs et d'équipements pour data centers privés vont progressivement disparaître aussi. Donc c'est des choses qui sont un petit peu marquantes, mais la courbe du Gartner le montrait bien, c'est une tendance de fond et donc plutôt que de se dire comment ne pas y aller, la question c'est comment, une fois qu'on a décidé d'y aller en mesurant les risques et en parant tous ces risques. Et il y a des solutions aujourd'hui qui existent. Et je pense que les offres des fournisseurs évoluent aussi dans ce sens-là. Donc, on peut bâtir un niveau de confiance suffisant dans le cloud. Ensuite, j'ai une question de Georges-Henri toujours. Quelle réduction de coûts de fonctionnement peut-on espérer en passant dans le cloud? Bonne question. Bravo. Alors, là aussi, si vous voulez, les réponses sont maintenant très très claires. Il y a eu des centaines d'études qui ont été faites sur le sujet. Pour chaque fois qu'une solution cloud existe, elle est plus rentable, beaucoup plus rentable qu'une solution maison. Alors, je vais prendre les deux domaines, par exemple, infrastructure. D'où vient la rentabilité des infrastructures d'un Amazon ou d'un Google? D'abord, ils ont des prix de revient unitaires que personne ne peut concurrencer parce qu'ils ont des dimensions industrielles. Et donc, ils sont capables de vendre de l'heure de calcul ou du gigaoctet de stockage moins cher que tout le monde. Et deuxièmement, pour l'entreprise, comme on est en usage as a service, je vais payer uniquement pour les heures dont j'ai besoin. Donc, si je prends un serveur de gestion dont j'ai besoin pendant 8 heures, je paye 8 heures et je paye pas 24 heures. Si je m'en sers pas pendant le week-end, je paye pas. Et donc on paye justement à l'usage. On peut ensuite choisir la taille du serveur dont on a besoin. Il y a 50 modèles de serveurs, du plus petit au plus grand. Donc on peut optimiser son infrastructure. Et ça demande des compétences. Juste un petit point à ce sujet. Manager son infrastructure sur le cloud, c'est un métier passionnant pour des informaticiens internes dans l'entreprise qui vont devenir vraiment des bons gestionnaires de leurs infrastructures pour optimiser le type de ressources dont ils ont besoin et le type et les budgets. Et pour les logiciels en SaaS, c'est la même chose. Là, encore une fois, je reviens sur l'exemple simple que tout le monde connaît depuis 10 ans de la messagerie Google. À 40 € par an et par personne, vous avez une boîte mail de 30 gigas, vous n'avez pas de serveur à gérer, pas de stockage à gérer, pas de backup à gérer. Et des calculs de ROI, de Return on Investment, ont montré qu'on avait des paybacks qui étaient de 300 à 400%. Donc, encore une fois, dans 99% des cas, c'est beaucoup plus rentable pour cette double raison des services industriels et qu'on paye uniquement à l'usage. Par exemple, beaucoup d'entreprises ont des logiciels traditionnels de type ERP et 40% des licences qu'elles ont achetées sont des licences qui font ce qu'on appelle dans notre jargon du shareware, elles sont sur étagère et on ne s'en sert pas, mais on les a payées. Donc voilà. Donc c'est une très bonne nouvelle. Le cloud, c'est plus efficace et beaucoup moins cher. Ce qui permet, et je reviens sur mon point essentiel, d'investir ensuite, et là de créer de la valeur dans des applications cœur métier. Voilà, donc il y a eu un petit peu de débat là-dessus, parce qu'il y a certaines grandes entreprises qui ont fait beaucoup d'investissements, qui disent avec les investissements qu'on a déjà fait, c'est pas forcément rentable pour nous d'aller tout de suite sur le cloud, mais d'une manière générale et sur le long terme, il n'y a pas photo entre un acteur totalement industriel qui sait gérer des data centers avec des centaines de milliers de serveurs et une entreprise que nous sommes qui gère quelques centaines de milliers de serveurs de manière un peu artisanale. Il n'y a pas photo, hein. C'est évident qu'il y aura de la rentabilité à aller vers les solutions de cloud. Okay. Alors, Monsieur Claude, on pose une autre question sur est-ce qu'il restera des logiciels non SaaS? Si prend l'exemple des logiciels de CAO, de conception assistée par ordinateur, tout ce qui va nécessiter de très fortes ressources de calcul. Donc là, la question c'est est-ce qu'on est sur des logiciels dits de type support ou au contraire cœur de métier? Et est-ce qu'on va pouvoir les faire plus efficacement dans le cloud ou pas? Je ne sais pas si Louis, vous avez un avis là-dessus. Bon,
Alors, là aussi, c'est une question très pertinente. Bon, il est évident que aujourd'hui, tous les logiciels support sont passés en SaaS, et là, il y a pas d'alternative. Donc, les fournisseurs, les éditeurs de logiciels qui ne sont pas du SaaS vont disparaître. Bon, ça, c'est évident. Par contre, bon, l'exemple de la CAO, c'est un bon exemple, mais même Dassault Systèmes, qui est le numéro 1 mondial dans ce domaine, encore une société française, a maintenant des versions cloud de ses applications. Et depuis son navigateur, on peut accéder à ces programmes de calcul hyper puissants qui tournent à ce moment-là sur des serveurs du cloud. Donc, tout se fera pas à la même vitesse, mais on voit maintenant des jeux vidéo, on voit des applications de calcul très très intensives qui sont faites sur le cloud, et le navigateur devient une fenêtre là-dessus. Et donc, au lieu d'avoir installé la licence sur son PC traditionnel, on aura une fenêtre sur un logiciel de CAO, de DAO, qui sera sur le cloud. Et là, l'avantage supplémentaire, que comme c'est sur le cloud, c'est partagé. Donc, si 5 ou 6 ingénieurs travaillent sur un même moteur d'avion ou une même pièce mécanique, ils le font en mode collaboratif, une autre valeur. Mais, encore une fois, ça ne veut pas dire que ça se fera en 3 jours. Ça va prendre plus de temps. OK? Merci beaucoup. Voilà. Donc, nos participants, a priori, n'ont plus de questions. Alors, vous savez qu'on peut reprendre des questions également après la session, hein, si jamais vous avez besoin d'informations complémentaires. Pour conclure la session, ben, je voudrais repasser la parole à Yamina. Merci Pierre-Frédéric, merci Louis pour cette présentation. Donc sachez que je suis disponible bien évidemment. Si vous désirez postuler pour la formation donc l'EC Cloud Computing, nous aurons besoin de votre CV plus un courrier d'accompagnement. Vous avez mes coordonnées donc qui s'affichent. Vous avez ma boîte mail. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi pour les responsables pédagogiques, je transmettrai. Je suis disponible aussi par téléphone et je reste donc à votre disposition. Je vous remercie encore pour votre participation. Merci à tous et au revoir. Merci à tous et à bientôt. À bientôt, j'espère, au mois de mars.